Les djihadistes français rapatriés en France, les problèmes de violence dans les manifestations des Gilets jaunes, violence policière, dit-on, violence aussi des Gilets jaunes, la campagne des européennes, tous ces sujets, eh bien, nous allons les aborder ce matin avec Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement national pour ces européennes. Jordan Bardella, bonjour. Bonjour. Alors, un sujet est apparu dans l'actualité avec des changements importants de géopolitique au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, on dit que les djihadistes français qui sont allés combattre là-bas, tous n'ont pas combattu d'ailleurs, eh bien, il faut les rapatrier en France pour les juger en France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve ça totalement invraisemblable. Voilà, je trouve ça invraisemblable parce que Monsieur Castaner nous explique que des bombes humaines vont être accueillies sur le territoire national. On ne sait pas bien comment ils vont être jugés. La question, enfin la réponse. Il y a un cadre législatif en France quand même là-dessus. Oui, il y a un cadre législatif en France pour les personnes qui commettent des infractions, des crimes ou des délits en France. Mais on n'est pas jugé en France pour ce qu'on a commis à l'étranger. Donc je pense que ça pose un vrai problème de droit, ça pose un vrai problème de justice et ça pose des inquiétudes auprès de beaucoup de Français. Les 83 revenants qui sont partis combattre en Syrie et en Irak, qui sont revenus depuis 2014, pour preuve ont été condamnés à des peines totalement dérisoires, en moyenne 7 ans et 1 mois pour de l'association de malfaiteurs, et vont être remis en liberté très très tôt. On a appris parallèlement, ça a été révélé il y a quelques temps par la ministre de la Justice, que 450 individus radicalisés qui sont aujourd'hui sous les verrous vont être remis en liberté là, dès maintenant, dans nos rues, d'ici la fin de l'année 2019. Donc moi je me pose la question, et je me dis que M. Castaner, qui est quand même, si vous voulez, chargé d'assurer la sécurité des Français, est totalement inconscient et totalement irresponsable. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là alors ? Qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Eh bien nous on défend la souveraineté. Je veux dire, nous on défend. Les Républicains disent il faut aller les tuer sur place. Non, mais nous on défend la souveraineté des États et on défend aussi la souveraineté en matière de justice. Ces gens-là, ils ont fait un choix très clair. Ils ont choisi de partir à l'étranger, ils ont fait le choix de rompre avec la France en brûlant leurs papiers d'identité, de commettre là-bas des exactions, des viols, des assassinats, des actes de barbarie ou de torture. Ils ont trahi la France. Ils ont trahi la France et ils ont encore une fois commis des exactions. Donc nous pensons qu'ils doivent être remis à la justice irakienne ou à la justice syrienne pour qu'ils soient la justice jugés. Syrienne, vous savez qu'ils peuvent être aussi utilisés comme des bombes humaines contre nous par le régime de Damas, par exemple. Bon, ça, je vous laisse la responsabilité des accusations. Je pense qu'ils doivent être remis à la justice syrienne, à la justice irakienne pour être jugés de leurs actes. On va pas accorder la protection et accorder, si vous voulez, les bénéfices du laxisme judiciaire français à des bombes humaines qui sont parties à l'étranger. Ça pose beaucoup d'inquiétudes auprès des Français et beaucoup de Français se demandent, si vous voulez, sous quel chef d'inculpation ils vont être. Et puis, ça pose aussi le problème du coût, parce que ces gens-là qui vont revenir, ils vont être pris en charge dans nos prisons, aux frais de la princesse. Vous savez qu'une journée en prison, ça coûte 200 € par détenu en moyenne. Donc 200 €, si vous voulez, multiplier par 130 détenus, multiplié par 30 jours, ça fait 800 000 € par mois. Est-ce qu'il faut les éliminer sur place ? Mais il faut les remettre à la justice. Il faut les remettre à la justice de Bachar el-Assad et à la justice irakienne, encore une fois, mais certainement pas les accueillir. Pour nous, c'est non. Voilà, ces gens-là sont des bombes humaines, ce sont des bouchers de Daesh. Eh bien, écoutez, ils sont partis là-bas, qu'ils y restent. D'accord. Vous seriez député français, est-ce que vous voteriez le projet de loi qui est en discussion jusqu'à ce soir sur ce qu'on appelle la loi anti-casseurs ? Nous allons probablement nous abstenir dessus, pour plusieurs raisons. Disait qu'elle allait la voter, il y a plusieurs jours. Le problème, si vous voulez, c'est que le curseur bouge. Et c'est surtout que la proposition de loi initiale qui avait été faite par le Sénat, par le groupe Les Républicains au Sénat, était totalement détricotée, n'a strictement rien à voir avec le projet qui visiblement va être présenté mardi prochain aux députés à l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs points qui posent problème, des points qui nous apparaissent comme liberticides, notamment sur la possibilité... la possibilité pour le préfet, par exemple, de dire si telle ou telle personne aura le droit de se joindre dans les manifestations. Je pense que ça ouvre la voie à je pense que ça ouvre la voie à des dérives administratives ou à des dérives liberticides. Charles de Courson parle d'une loi digne du régime de Vichy. C'est ce que vous diriez, encore une fois, je pense que ça pose beaucoup de problèmes, beaucoup d'inquiétudes. Nous croyons dans la responsabilité pénale individuelle des casseurs. Il y a des groupuscules aujourd'hui, notamment d'extrême gauche, qui sont parfaitement identifiés, Antifa, Black Bloc, qui viennent systématiquement pourrir les mouvements sociaux. Ces groupes-là doivent être évidemment dissous, et il faut encore une fois que les casseurs soient interpellés et jugés de manière individuelle devant la justice. Par exemple, elle soit
si elle tombe dans de mauvaises mains, cette loi, elle soit dirigée par exemple contre des militants du Rassemblement National? Non, pas du tout, parce que les militants du Rassemblement National ne sont pas des casseurs, vous voyez, ils ne vont pas pourrir les manifestations. Qui sont faites dans les manifestations. Oui, bien sûr, on condamne les violences, mais les casseurs policiers, sont systématiquement les mêmes, ils sont identifiés par nos services de renseignement et par les services de la préfecture de police. Donc je préfère, si vous voulez, qu'on ait des actions comme ça individuelles et des actions de justice, qu'on ouvre des procédures de justice à l'encontre de ces personnes de manière bien ciblée, plutôt que de jeter une suspicion généralisée et d'avoir une loi qui, à mon avis, pose un certain nombre de problèmes, eu égard notamment à la liberté individuelle. D'accord. Alors, le Premier ministre s'est exprimé hier soir à la radio, il a dit sortie de crise, sans doute un référendum, mais ça ne sera peut-être pas suffisant. Vous êtes d'accord avec ça ? Il faut une sortie de crise politique. Ouais. Voilà, la réalité, je crois qu'il faut prendre un peu de hauteur, c'est que depuis maintenant 11 semaines dans les rues du pays, on voit un climat de tension qui est exponentiel, de gilets jaunes qui font face à des policiers qui font face à des gilets jaunes, des policiers qui sont à bout aujourd'hui, parce que s'il y a des dérives aussi, ça vient du fait que nos forces de l'ordre sont totalement à bout et qu'on a fait le choix politique, le choix stratégique de calmer, d'étouffer ce mouvement de colère par la répression plutôt que par le maintien de l'ordre. Vous parlez de répression policière ? Je pense que je pense que les policiers, ils appliquent les ordres. Voilà. Ouais. Et les ordres qu'on a donnés à nos policiers tendent plutôt sur la répression que sur le maintien de l'ordre. Moi, je suis élu en banlieue, je suis élu en Seine-Saint-Denis, et si vous voulez, on a un dispositif policier aujourd'hui à l'égard de ce mouvement de colère qu'on n'a jamais vu dans les émeutes de 2005, par exemple, où des Français étaient tués dans la rue. Vous avez parlé d'un État fasciste ? Étaient tués dans la rue. Non, je ne vais pas jusqu'à parler d'un État fasciste. Je dis qu'il y a aujourd'hui des dérives inquiétantes du pouvoir, que les consignes qui sont données à nos policiers visent à mettre de l'huile sur le feu. Il faut supprimer ces lanceurs de balles, là ? Le problème, c'est pas tant le lanceur de balles, c'est surtout l'utilisation qui en est faite. C'est vrai que le modèle flashball, qui était un modèle français qui était utilisé avant 2009, est un modèle beaucoup moins létal et beaucoup moins puissant. Le problème, c'est que les policiers aujourd'hui sont totalement à bout, que les policiers à qui on demande d'utiliser ce lanceur de balles ne sont parfois pas formés pour faire du maintien de l'ordre. Donc je pense qu'il y a un problème de formation. Mais si vous voulez, le problème, Castaner ne doit pas se dédouaner sur les policiers. Le problème, c'est les ordres. Le problème, c'est les ordres qui sont donnés aujourd'hui à nos policiers. Le ministre de l'Intérieur doit démissionner ? Je vais terminer une phrase. Le problème, c'est les ordres qui sont donnés aujourd'hui à nos policiers. Et on a fait le choix, plutôt que d'apporter une réponse politique, plutôt que d'écouter les revendications des Français, d'essayer d'étouffer ce mouvement par la répression. Mais vous demandez la démission de Castaner ? Non, on lui demande qu'il fasse son boulot. Voilà. On demande aujourd'hui que M. Castaner fasse son travail et on demande aujourd'hui à M. Macron d'entendre cette colère et ce ras-le-bol qui monte parmi les Français. Alors, et nous, on propose notamment... Qu'est-ce que vous proposez alors ? Comment on sort de là politiquement ? En revenant aux urnes. Voilà, il faut en revenir au peuple. Donc dissolution de l'Assemblée nationale. Nous, on a proposé la dissolution de l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale a perdu toute légitimité. Quand un mouvement comme le nôtre, par exemple, qui a fait 11 millions de voix lors de l'élection présidentielle et qui n'a que 1,6% de députés à l'Assemblée nationale, ça pose un problème de représentativité. Et beaucoup de Français ont le sentiment de ne plus être représenté aujourd'hui. Préalablement, il faut changer le mode de scrutin. Je vais terminer. Ça pose un problème de représentativité à l'Assemblée, mais aussi dans les territoires, et notamment dans les territoires ruraux, où les collectivités ont de moins en moins de moyens, où les maires lancent des cris d'alerte parce qu'on leur a baissé leur dotation de manière significative. Il y a une commune sur deux laquelle on a baissé de 50% les dotations, on a baissé de manière significative les dotations ces dernières années. Communes dans lesquelles les maires ont de moins en moins de pouvoir parce que aspirés par les communautés d'agglo, etc. Et donc, il faut changer le mode de scrutin. Il faut changer le mode de scrutin, c'est ce que je vous dis. On ne peut pas avoir une Assemblée nationale aujourd'hui, si vous voulez, qui n'est pas représentative de ce que pense la population française. Proportionnelle intégrale ? Un peu d'apaisement. Il faut dissoudre l'Assemblée nationale, intégrer la proportionnelle avec peut-être une dose majoritaire. On peut ouvrir le débat pour éviter l'instabilité qu'on a connue par exemple sous la 4e République. Une prime majoritaire pour les listes qui arrivent en tête, mais ce qui permet encore une fois à toutes les sensibilités d'être représentées et à cette nouvelle Assemblée nationale qui sera élue de discuter des questions de justice sociale, de justice fiscale, d'immigration, des questions d'emploi, de petites retraites. C'est la seule façon d'en sortir ? C'est la seule façon d'en sortir. Et encore une fois, il faut entendre aujourd'hui la colère des Français parce que depuis le début de ce quinquennat, on a fait un certain nombre de choix fiscaux. On a fait le choix de donner beaucoup à nos compatriotes qui ont déjà beaucoup de moyens dans notre pays, avec la réforme sur l'ISF, avec la suppression de l'exit tax. C'est un président et en même temps, des riches ? d'accentuer le président des très riches, oui. Et en même temps, d'accentuer la pression fiscale sur nos compatriotes les plus précaires. Moi, il y a quelques jours, on était en meeting dans le Vaucluse et j'ai discuté avec un couple de retraités
qui a fait le choix de mettre un gilet jaune et ils m'ont dit, monsieur, on a 66 ans et en 66 ans, on n'a jamais mis un pied dans une manifestation. Mais aujourd'hui, on s'est mobilisé parce qu'on n'en peut plus, parce que tout augmente, parce que l'électricité augmente, parce que le gaz augmente, parce que le chariot de course augmente et en même temps, les pensions de retraite ont été désindexées de l'inflation. La faute à Macron, je veux dire, il n'est pas responsable de 40 ans de mots MAUX dans le pays, mais il est au pouvoir et il a fait, encore une fois, le choix d'accentuer la pression fiscale sur nos compatriotes qui sont déjà parfois à 15 € près à la fin du mois et qui aimeraient aujourd'hui pouvoir respirer financièrement. Vous allez arriver en tête à ces élections européennes? Les sondages vous donnent en deuxième position. Je ne sais pas. Nous allons faire le maximum pour convaincre les Français, pour leur redonner le pouvoir et pour leur dire que ce qu'on vit aujourd'hui avec M. Macron, c'est pas une fatalité et qu'il y a d'autres choix politiques qui sont possibles et c'est ces choix qu'on va porter. Est-ce que vous voyez d'un mauvais œil la constitution d'une liste gilets jaunes? C'est pas une liste gilets jaunes. Dans les intentions de vote, elle vous. Mais c'est pas une liste gilets jaunes, c'est des gilets jaunes qui ont décidé de monter une liste. Ouais. Ce ne sont pas les seuls d'ailleurs. Madame Levavasseur a fait ce choix. Il y a d'autres gilets jaunes qui souhaitent monter leur liste. Visiblement, ça fait pas l'unanimité au sein des gilets jaunes. Moi, je crois que c'est un grand mouvement de ras-le-bol qui réunit des gens de sensibilités politiques différentes. Et encore une fois, moi, la démocratie ne me fait pas peur. Vous allez en accueillir sur votre liste, puisqu'elle n'est pas complètement terminée. On est déjà tous gilets jaunes. Il n'y a pas les gilets jaunes d'un côté, les partis politiques de l'autre. Les Français qui ont fait le choix de mettre un gilet jaune, c'est des gens qui en ont marre, qui en ont ras-le-bol, qui souhaitent Il n'y a pas que des Français qui mettent des gilets jaunes. Tout le monde n'en met pas. Oui, connaissez-le quand même. Oui, bien sûr, mais c'est quand même un mouvement, si vous voulez, c'est quand même un mouvement dont les revendications étaient partagées, étaient soutenues par parfois 80% des Français. Est-ce que vous allez accueillir des gilets jaunes sur votre liste? Mais nous verrons, nous avons déjà des gilets jaunes, mais on ne va pas les récupérer de manière... C'est pas exclu. Il ne faut pas récupérer ce mouvement de manière malhonnête. Vous savez, les Français sont assez grands pour choisir, et nous verrons ce qui en sortira du scrutin de 26 mai. Le Parti des Républicains a choisi sa tête de liste. Il s'agit d'un intellectuel, philosophe, François-Xavier Bellamy. Comment vous voyez cette nomination, cette désignation? Est-ce que cette liste est prompte à pouvoir vous faire de l'ombre? Non, parce que M. Bellamy, c'est une façade. Voilà, c'est une façade. Et que derrière M. Bellamy, vous avez tous les eurodéputés LR qui ont voté pour la répartition des quotas de migrants au Parlement européen, qui ont voté tous les traités de libre-échange sans exception. Il y a une distorsion entre les discours et les actes. Les sanctions. Si vous voulez, LR, ça parle comme le Rassemblement national en campagne et ça gouverne comme les socialistes et la gauche quand ils sont au pouvoir. Donc les Français ne sont pas dupes. Nous, on a des gens qui nous ont rejoints, des républicains, des gens sincères comme Thierry Mariani, comme Jean-Paul Garot, qui ont fondé la droite populaire. Je crois qu'il y a toute une partie de l'électorat LR qui est peut-être aujourd'hui orphelins, à qui nous on tend la main et on leur dit vous êtes d'accord avec nous sur la question de l'immigration, vous êtes d'accord avec nous sur la question de la souveraineté, vous êtes d'accord avec nous aujourd'hui sur le fait qu'il faille baisser les impôts parce que beaucoup trop de Français n'en peuvent plus. Eh bien, profitez de cette élection pour nous rejoindre parce que je crois que ces élections européennes, ça va aussi être une grande clarification. Donc voilà, je vais dire Bellamy, c'est le choix de Laurent Wauquiez. Alors, on vous observe, on vous regarde, on vous écoute, on voit que vous avez pris un ton, pas vous, mais tous les responsables du Rassemblement national qui a sensiblement changé quand même par rapport à il y a 2 ou 3 ans. Vous êtes plus contre la sortie de l'Europe, plus contre la sortie de l'euro. Vous êtes pragmatique. Votre but, c'est quoi? C'est d'absorber les Républicains? Je crois que... On a l'impression que vous vous recentrez. Moi, si vous voulez, j'ai toujours... Enfin, je crois que l'union des droites, c'est assez restrictif. En revanche, je crois dans notre capacité d'attirer une grande partie de l'électorat des Républicains qui peut se retrouver dans notre programme aujourd'hui, qui fait le constat qu'on est la seule alternative à M. Macron aujourd'hui, alternative crédible. Non, la droite, c'est pas la question de qui est de droite, qui est de gauche. Je crois que c'est un vieux clivage. Je crois que le clivage aujourd'hui, il est entre ceux qui veulent aller vers le fédéralisme européen, vers la disparition de nos frontières, vers plus d'immigration massive. Et puis ceux qui veulent, c'est les amis de M. Macron. C'est M. Macron. Une partie des Républicains, moi je vous le dis, une partie des Républicains qui a fait le choix de se tourner aussi vers M. Macron, qui assume d'ailleurs. Je veux dire, on est d'accord avec M. Macron là-dessus. C'est-à-dire qu'il considère aussi que le clivage, il est entre les mondialistes et les nationaux. Et puis je vous dis, du côté des nationaux, il y a nous. Voilà, ceux qui veulent plus de protection, ceux qui veulent la paix fiscale, ceux qui veulent cette révolution du bon sens aujourd'hui et qui veulent rendre le pouvoir aux Français. Et le clivage, il est là aujourd'hui, il n'est plus entre la droite et la gauche. Et on voit que les Républicains connaîtront probablement le même destin que le Parti Socialiste parce que ces partis qui sont au pouvoir depuis 40 ans dans notre pays ont échoué et les Français aujourd'hui, ils attendent une nouvelle offre politique. Vous êtes d'accord quand Marine Le Pen dit François-Xavier Bellamy contre Jordan Bardella, et Jordan Bardella, c'est Versailles contre Saint-Denis?
C'est en tout cas, je crois que ça acte l'abandon des classes moyennes et des classes populaires par LR. Voilà, je crois que c'est un choix qui est très restrictif. Maintenant, voilà, on aura sans doute l'occasion de débattre avec d'autres candidats. Mais si vous voulez, nous, on fait face à la République en marche. Voilà, on fait face à la République en marche parce que il y a le parti au pouvoir qui est M. Macron, qui crée beaucoup de désespérance, qui crée beaucoup de souffrance. Et nous, on veut essayer de porter l'espoir et de porter l'espérance. On continue avec Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement national aux élections européennes, et Jérémy Pontieux, qui va poser vos questions. Bonjour Jérémy. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Bardella. Bonjour. Alors, première question un petit peu piquante de Alain qui nous dit quel est l'intérêt d'envoyer au Parlement européen des représentants Rassemblement national puisqu'ils sont contre l'Union européenne. Ils ne vont pas pouvoir, ils ne vont faire qu'empêcher le bon fonctionnement des institutions. Écoutez, nous on dit qu'aujourd'hui une grande partie de ce qu'on vit en France se décide à Bruxelles et on ne va pas laisser les européistes entre eux. Voilà, on ne va pas les laisser voter la relocalisation des quotas de migrants, on ne va pas les laisser voter les traités de libre-échange et on ne va pas les laisser absorber la démocratie. Nous avons des élus qui se battent au Parlement européen avec nos alliés, avec nos alliés de la Ligue italien, avec notre ami Salvini, le FPÖ en Autriche qui aujourd'hui sont au pouvoir. On a beaucoup de points d'accord. On a beaucoup de points d'accord sur le fait qu'aujourd'hui il faille protéger les nations de l'immigration, qu'il faille baisser les impôts dans nos pays respectifs pour redonner plus aux gens qui ont le moins, et notamment dans la ruralité, dans les territoires ruraux. On est d'accord sur beaucoup de choses avec nos alliés. On est d'accord surtout sur l'essentiel, c'est que les nations aujourd'hui doivent retrouver leur souveraineté et qu'il n'est plus question que, si vous voulez, le budget se décide à Bruxelles, que les accords économiques se décident à Bruxelles, parce que parfois c'est contraire à nos intérêts et aux intérêts du peuple français. Donc nous, si vous voulez, on n'est pas comme les députés européens LR qui ont un double discours et on se bat effectivement à Bruxelles pour défendre la souveraineté de la France et pour défendre l'intérêt de nos nations. On n'est pas tranquillement assis au chaud à côté du radiateur à regarder que l'horloge défile et laisser les européistes entre eux. Ça, c'est pas notre projet. Alors sur Twitter et sur Facebook, la même question revient. Est-ce que Marine Le Pen a définitivement abandonné l'idée d'un Frexit ? Est-ce que vous pouvez préciser, nous dit Jean-Louis, votre position sur la position du Rassemblement national sur l'euro, il précise, sorti ou pas ? Alors sur le Frexit, il faut être très clair. On n'a jamais défendu le Frexit. On a toujours défendu cette solution à l'anglaise, c'est-à-dire 6 mois de négociation quand on arrive au pouvoir, sur le fait qu'il faille récupérer aujourd'hui la maîtrise de nos frontières, de notre budget, de nos lois, de nos accords économiques. Et au bout de ces 6 mois, on proposait un référendum sur la sortie de l'UE aux Français, comme a fait Cameron en Angleterre. Si vous voulez, le contexte a beaucoup évolué parce que ce créneau souverainiste qu'on défendait en France, on était un peu seul dans le désert à le défendre il y a quelques années. Or, nos alliés sont arrivés au pouvoir dans beaucoup de pays d'Europe. Salvini en Italie, le FPÖ en Autriche, le groupe de Visegrad. On a vu que M. Orban a décidé lui aussi d'avoir une inflexion très ferme à l'égard de l'immigration. Et demain, si vous voulez, s'il s'agit de discuter de tous ces sujets avec nos alliés, je pense qu'on peut trouver beaucoup de points d'accord. Donc notre positionnement, il est très clair. Il faut que l'Union européenne aujourd'hui, qui est antidémocratique, se transforme en une grande alliance des nations. On est favorable à la suppression de la Commission européenne, par exemple, et au fait que aujourd'hui le Conseil européen, c'est-à-dire le Conseil des chefs d'État, soit capable de se mettre autour de la table pour décider de grands projets qui vont dans l'intérêt de nos nations. L'Europe, mais on change l'organisation. Mais l'Europe, c'est un continent. L'Europe, c'est une réalité géographique, civilisationnelle. L'Union européenne. Nous, on est pour transformer l'Union européenne en une grande alliance des nations qui respecte la souveraineté des peuples sans jamais rien imposer qui soit contraire à l'intérêt des nations et qui protège leur identité. Voilà. Ou en dernière instance, ce sont les peuples qui ont le dernier mot. Sich sur le Figaro.fr nous dit « Pensez-vous faire une assemblée constituante pour changer complètement le système politique en France ?» Et il précise « Est-ce que vous êtes pour la concentration des pouvoirs, nous dit-il, de la 5e République ? Est-ce qu'il ne faudra pas une évolution ?» C'est le Venezuela. Non, on change de constitution. Vous seriez au pouvoir... Est-ce que vous changez la Constitution ? Mais il n'y a pas besoin de changer la Constitution, il faut qu'elle soit respectée. Bon, par contre, on est favorable à un certain nombre d'améliorations, notamment sur le mode de scrutin. Et puis, si vous voulez, pour que... On garde l'élection du président de la République au suffrage universel. Mais bien sûr, mais il faut que le Parlement joue son rôle. Et pour que le Parlement joue son rôle, il faut que le Parlement soit représentatif. Donc, il faut changer le mode de scrutin, aller vers une proportionnelle. Enfin, pardon, mais on est le seul pays en Europe à avoir un scrutin qui ne soit pas proportionnel. L'Angleterre a un scrutin qui est similaire au nôtre, mais à un tour. Ce qui fait que vous avez quand même une forme de proportionnelle. Donc on est un des seuls pays aujourd'hui en Europe à avoir un scrutin qui empêche tous les Français d'être dignement représentés à l'Assemblée nationale. Et puis pardon, mais pour appliquer... Et puis pardon, mais il faut que Est-ce que vous inversez le calendrier des élections ? Je vais vous répondre, mais j'aimerais juste terminer une phrase. Il faut que les Français récupèrent le pouvoir, parce que si vous voulez, la 5e République... Oui, d'accord. Sauf que la 5e République, où les Français décident, c'est pas Bruxelles qui doit avoir le pouvoir. Donc il faut que le pouvoir qui est aujourd'hui à Berlin ou à Bruxelles revienne à Paris.
Inversion des élections? Non, mais il ne faut pas inverser l'élection. Non, je pense que le calendrier... Beaucoup le demandent. Hein. Oui, d'accord, on peut éventuellement ouvrir le débat. Moi, je suis favorable à ce qu'on discute de tous les sujets qui peuvent poser débat dans la société française. Ce qui veut dire organiser les législatives avant l'élection présidentielle. Le problème des législatives, c'est pas qu'elles collent directement à l'élection présidentielle, c'est qu'il y a un mode de scrutin qui donne une quasi-majorité totale au président de la République et qui empêche l'opposition d'avoir une représentation et donc un travail qui soit constructif sur les 5 années qui suivent l'élection du président. D'où la demande de l'inversion pour beaucoup. D'où la demande de l'inversion du calendrier. D'où le fait que certains demandent peut-être l'inversion du calendrier. Mais pas vous, pas nécessairement. Non. Un internaute revient sur un point précis que vous avez défendu et même relayé sur Twitter. La défense de la TVA est au zéro sur les produits de première nécessité à l'échelle européenne, disiez-vous si je ne me trompe pas. La Nouvelle République nous dit en appliquant un taux de 0%, les producteurs ne pourront pas récupérer la TVA qu'ils ont payée, ce qui devrait renchérir leur coût de production. Alors bonne ou mauvaise idée ? On peut en discuter. L'idée qui était de dire, c'est une revendication qui était portée par les Gilets jaunes, c'est-à-dire baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Moi, je veux dire, d'accord, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la Commission européenne nous l'interdit. Donc, il va falloir qu'on ait le courage aujourd'hui d'aller récupérer nos pouvoirs de décision à Bruxelles. Parce que si vous voulez, souvent on nous dit, oui, les revendications des Gilets jaunes n'ont rien à voir avec l'Union européenne. Bah si, c'est un exemple très concret, qu'on est tenu par un cadre budgétaire et un cadre administratif qui est celui de l'Union européenne, qui impose des politiques d'austérité, qui impose une réglementation sur le déficit, qui impose par exemple, qui nous empêche de baisser la TVA sur les produits de première nécessité. Voilà un exemple concret qui fait qu'on doit aujourd'hui être en confrontation avec Bruxelles. Mais sinon, vous ne seriez pas hostile? Non, mais sinon, l'idée est bonne. Et nous, on était, si vous voulez, sur les revendications concrètes des Gilets jaunes, au-delà des revendications sur la démocratie dont on a parlé tout à l'heure, nous, on était favorable à une baisse générale du niveau de la fiscalité, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la France est le premier pays en Europe en termes d'imposition, 48%. On était favorable à une baisse de 10% sur les 3 premières tranches d'imposition de l'impôt, et notamment à une baisse de 5% des tarifs de l'électricité et du gaz. Bon, vous avez vu que là, les prix s'agissant de l'alimentation vont augmenter. Il y a près de 1000 produits qui vont connaître une augmentation. Pour un juste prix en faveur des agriculteurs. Ça, c'est pas encore démontré. C'est-à-dire qu'on fait le pari que la marge, on augmente la marge de la grande distrib, et donc la grande distrib va rendre aux agriculteurs. Franchement, je demande à voir. Ce que demandent aujourd'hui nos agriculteurs, c'est d'être protégés. Voilà, d'être protégés de la concurrence internationale déloyale, qu'on arrête d'aller négocier des traités de libre-échange avec le Canada, par exemple, où nos producteurs sont mis en concurrence avec des travailleurs qui sont payés 40% de moins. Voilà des exemples concrets qui permettraient de redonner de la dignité à nos agriculteurs. Dernière question. Alors, c'est un internaute qui revient sur le rapatriement des djihadistes. Il dit qu'il faut qu'ils soient jugés par le TPI, le tribunal pénal international, pour crimes contre l'humanité, comme les bourreaux de l'ex-Yougoslavie. Ces instances existent, il faut les utiliser. Je ne comprends pas pourquoi nos politiques n'en parlent pas. Il faut que ces gens-là soient remis à la justice syrienne et à la justice irakienne. Enfin, pardon, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, si on veut les faire revenir en France, ils vont être jugés sous quel chef d'inculpation? Aucun. Parce qu'on ne peut pas démontrer qui tient le dossier. Ils les tiennent en Syrie et en Irak, ces dossiers? Je pense peut-être plus, parce qu'en l'occurrence, les exactions ont été commises sur leur territoire. Donc voilà, mais encore une fois, ça pose la vraie question. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte aujourd'hui, compte tenu de l'état dans notre pays, de la menace terroriste, compte tenu du fait que des fichiers sont aujourd'hui en libre circulation et qui sont de véritables bombes humaines, est-ce qu'on accepte de faire revenir 130 bombes humaines supplémentaires? C'est ça la question. Donc beaucoup d'enfants. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait des enfants, moi, c'est pas mon problème. Les enfants, qu'est-ce qu'on en fait, par exemple? Des enfants de... les enfants de djihadistes, puisque, comme vous le savez, dans le nombre, il y en a une grande partie, les 3/4, dit Mme Belloubet, qui sont âgés de moins de 7 ans. Qu'est-ce qu'on fait de ces gamins? Qui sont partis en Syrie? Qui sont partis ou qui sont nés là-bas. Mais moi, pardon, mais je n'ai aucune complaisance morale à l'égard de ces gens-là. Voilà. Pas de régime particulier. Pas de régime particulier. Je n'ai aucune complaisance morale. Ces familles ont voulu partir là-bas, ils ont voulu combattre et assassiner. Et je préfère, si vous voulez, je préfère cette fermeté, cette intolérance, et en même temps protéger les Français. D'accord. Jordan Bardella, merci. Vous avez répondu à toutes nos questions, aux questions des internautes. Merci Jérémy Pontieux de vous en être fait l'écho. Et à demain, si vous le voulez bien.